Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Premier ministre rassure les pêcheurs de Yoff. Amadou Ba a participé à un grand panel sur la préservation des ressources halieutiques. Le chef du gouvernement promet d'apporter des réponses à nombre de leurs préoccupations, notamment sur les accords de pêche. Réjouissance dans le temps du carême. Les fidèles catholiques, dans la fraternité et la foi, purifient leur cœur. En chœur, ils ont communié ensemble ce samedi avec une bonne dose de spiritualité. Union des prières au musée des civilisations noires. Grand format sur Ndeye Khady Ndoye, la première femme agrégée en chirurgie pédiatrique au Sénégal. Elle a coordonné l'intervention chirurgicale très délicate des jumelles siamoises en août dernier. En ce mois de mars où les femmes sont à l'honneur, coup de projecteur sur celles qui forcent le respect dans le domaine des maladies infantiles complexes qui nécessitent une opération chirurgicale. Bienvenue à tous. La pêche, ses acquis et défis au cœur du grand panel tenu hier à Yoff, un événement présidé par le Premier ministre. Amadou Ba a apporté des réponses aux nombreuses questions des acteurs du secteur, accords de pêche, protection des ressources. Le chef du gouvernement rassure quant à la préservation des intérêts des pêcheurs. Aramnao. Yoff comme un spectacle des grands jours de pêche. C'est que les pêcheurs, les experts du domaine et les populations déroulent le tapis rouge au Premier ministre dans un grand panel consacré à un secteur vital. Nous vous demandons de protéger davantage les ressources halieutiques car c'est notre principale difficulté. Nous voulons aussi que les accords sur le thon soient revus car nous pêchons aussi le thon par ici. Nous insistons sur la protection des ressources, car nous, transformatrices, nous ne voyons plus de poissons. Ce sont les clientes qui nous en amènent directement pour que l'on transforme pour elles. Le grand panel de la pêche est composé de grands noms du secteur, d'anciens ministres de tutelle. Les contributions donnent l'espoir de remédier aux maux d'un secteur aussi populaire qu'éprouvé. Des précisions aussi sur les acquis. Des moteurs subventionnés à hauteur d'1 million de francs CFA l'unité, ça n'existe nulle part ailleurs qu'au Sénégal. 8 milliards sont aussi consentis annuellement dans la subvention du carburant des pirogues. De 2012 à maintenant, cela fait 96 milliards de francs CFA de subventions au profit des pêcheurs. 96 milliards de subventions pour nous donner la pêche pour que nous ayons des moutons. Quand j'ai quitté le ministère, nous avions reçu 55 camions frigorifiques pour les acteurs. Du temps d'Oumar Gueye, plus de 115 camions étaient déjà distribués entre autres. Donc, si l'on consolide tous ces efforts du président Macky Sall, on peut davantage développer ce secteur qui emploie plus qu'on ne croit. C'est au moins 1 500 000 âmes qui en vivent. Donc c'est un secteur majeur de ce pays. Les réalisations mettent tous les intervenants d'accord. Il reste encore du chemin et le Premier ministre partage sa vision d'une pêche qui profite à tous. On va mettre l'accent sur les ressources humaines. Mais infrastructure, en plus de ce qu'a fait le président de la République, nous voulons mettre l'accent sur les ressources humaines et les infrastructures de pêche. Tout ce qui est construction de quais, ports, les équipements qui vont avec, l'immatriculation des pirogues, la sécurité, les moteurs, le GPS, tout cela sera renforcé. GPS lépp loo xam ni day jox sécurité ñi nga xam ni dañ ciy liggéey loolu lu am solo la ciy nekk. Pour les accords de pêche, le gouvernement est aussi en phase avec les aspirations des acteurs. Accord de pêche bi ngeen wax ak Union européenne
danañ ko rediscuter ñu dem ci niveau boo xamante ni yéen espace bi ngeen di nappee day yokk. Les accords avec l'Union européenne seront revus. Nous vous permettrons d'aller plus loin dans la pêche. Le thon aussi peut vous rapporter plus avec les semi-industriels qui sont dans le pays. Le gouvernement est en phase avec vous sur ce point. Nous allons revoir les accords à votre grand bénéfice. Le grand panel est à l'initiative du directeur général de FONSIS, Abdoulaye Diouf Sarr. Les acteurs venus de différentes zones de pêche ont eu des heures d'échange constructifs et prometteurs avec le Premier ministre. Avant de recevoir les résultats du dialogue national, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté ferme de quitter ses fonctions. Le ministre conseiller Elhadji Hamidou Kassé se dit convaincu que le président Macky Sall et le Conseil constitutionnel vont trouver la meilleure formule pour la paix et la stabilité du Sénégal. Il était l'invité de l'émission Point de vue. Non seulement il y a eu un consensus autour de la date pour la tenue de l'élection présidentielle, mais il y a également une autre proposition qui consiste à ce que le président de la République continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la passation des pouvoirs avec son successeur. Je pense que ce sont deux propositions que certainement le président va transmettre au Conseil constitutionnel, à qui, au moins sur la période de transition, a le dernier mot. Ouais. Mais comment comprendre que pendant ce temps qu'il déclare ouvertement qu'il va quitter ses fonctions le 2? Oui, c'est ce qu'il veut faire, son désir tout à fait personnel et intime. Mais il y a également une responsabilité institutionnelle. Ces responsabilités institutionnelles découlent simplement du fait qu'au-delà de sa personne, le président de la République, moi je le connais très bien, est mu par une volonté intérieure de laisser un pays paisible, un pays stable, un pays qui travaille pour la consolidation de ses acquis. Et je pense que lui, en tant que chef d'État, en tant que président de la République, garant du fonctionnement normal et régulier des institutions, et le Conseil constitutionnel vont forcément trouver la meilleure des formules. La coordinatrice nationale de Promoville était à Kaffrine dans le cadre d'une visite de travail. Plusieurs kilomètres de route sont en cours de réalisation dans la commune. Les travaux vont faciliter la mobilité urbaine et améliorer les conditions de vie des populations. Le coût du projet, 5,7 milliards. Claire Diop. Visite de chantier pour évaluer l'état d'avancement des travaux initiés par Promoville ici à Kaffrine. Dans la délégation, la coordonnatrice nationale de Promoville, ses services techniques aussi les autorités administratives locales. Le projet déroulé prévoit la réalisation de 6,7 km de voirie répartis sur 9 tronçons. Nous avons remarqué sur site que tous les tronçons ont été ouverts, sont démarrés et sont à un taux d'exécution de 30%. Donc le coût global de l'investissement qui sera finalisé est environ autour de 5 milliards. Et nous notons un engagement de l'entreprise pour pouvoir finaliser ces travaux-là dans un délai assez court. Les chantiers seront livrés dans les meilleurs délais, a laissé entendre la coordonnatrice. En tout cas, sur la base de ce que nous avons vu sur le site et des engagements que l'entreprise a pris, nous avons bien espoir que ces travaux-là seront finalisés d'ici la fin du délai qui est prévu au mois de septembre 2024. Il y a des infrastructures sociales qui normalement doivent accompagner le projet, mais nous travaillons avec la mairie pour finaliser ces projets-là afin d'intervenir. Les travaux vont impacter 12 quartiers de la commune de Kaffrine. L'impact socio-économique est considérable.
Cette visite de terrain qui nous permet d'évaluer l'exécution des travaux qui nous ont été promis il y a un an et qui ont commencé une bonne exécution au moins à hauteur de 30%. Et nous sommes convaincus que l'objectif du 30 septembre sera réalisé, où Kaffrine va se doter d'une voirie moderne en adéquation avec les objectifs tracés par le chef de l'État, mais aussi notre volonté de transformer la commune en une belle ville au cœur du Sénégal. Je voudrais saisir cette opportunité encore une fois pour réitérer nos remerciements à l'endroit du président de la République qui a bien voulu penser le Promobile, qui est véritablement un projet d'équité territoriale, d'équité sociale. Le projet bénéficie du financement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il est aussi prévu la réalisation de plusieurs structures d'inclusion sociale, dont 3 infrastructures communautaires et de l'appui institutionnel. Instruction est aussi donnée aux services municipaux et aux populations de Kaffrine pour s'engager dans la dynamique d'une franche collaboration pour la finalisation des travaux dans les délais requis. En 23 ans, son message pour la préservation de l'environnement a traversé les continents, de Dakar à Dubaï, en passant par Nairobi. Fanta Camara participe aux côtés de plusieurs dirigeants du monde à des sommets sur la protection de la nature, les changements climatiques, le développement durable. Celle qui s'est intéressée aux questions environnementales dès son jeune âge est une entrepreneure dans le domaine de la communication. En prélude à la célébration de la journée du 8 mars, la rédaction du journal télévisé a fait focus sur un modèle pour les filles et les générations futures. Moussa Mané. Ce matin, Fanta Camara et son ami étaient venus dans ce périmètre faire de la prospection en vue de nouer des partenariats avec des propriétaires. Dans le cadre de leurs activités, elles mènent des campagnes de reboisement ou font des dons de plantes aux écoles ou même des quartiers. On est venu, on a trouvé une équipe jeune, composée pratiquement de 90% de femmes. Donc c'est déjà vraiment un truc qui nous satisfait en tant que femmes de voir aujourd'hui des femmes qui initient des activités telles que l'exploitation de certains arbres, telles que la production de certains produits aussi. Donc dans toute la chaîne de valeur, c'est encourageant. Nous sommes fiers de travailler avec elles parce qu'on fait de la production de plantes, des plantes ornementales, comme des jardins espaces verts. Aujourd'hui, je pourrais dire que côté environnement, on n'a pas assez de femmes engagées. On est un nombre assez restreint de jeunes filles et de jeunes femmes qui s'engagent pour le climat. Et comme vous pouvez le dire, Fanta, et avec lui, on travaille sur certaines questions, que ce soit l'engagement des jeunes, le changement climatique, la durabilité. Donc, elle fait partie des jeunes tout engagés pour la cause climatique. La passion pour l'environnement, le développement durable en particulier, elle l'a eu très tôt. En effet, très jeune, elle a intégré des mouvements associatifs. Dans ces structures, elle s'occupait des tâches liées à l'environnement en général. C'est ainsi que j'ai animé en moi cette passion pour l'environnement. Donc, une fois le bac décroché, j'ai poursuivi mes cours en ce sens, jusqu'à créer, depuis la licence, ma boîte qui vise à sensibiliser et informer dans l'environnement. Et actuellement aussi, il y a beaucoup de consultations que je fais par-ci, par-là. Une entreprise de communication avec à la clé un magazine appelé CIMAG. Il vise à informer, mais aussi sensibiliser les populations sur les problématiques de l'heure, les changements climatiques, le développement durable. J'ai fait une étude simple en interrogeant certains amis, connaissances entre autres, sur leurs connaissances à travers les 17 ODD. Mais sur 10, figurez-vous qu'il y a peut-être 1 ou 2 seulement qui ont peut-être avoir entendu ce qui est développement durable, mais n'ont même pas la connaissance parfaite du domaine. Donc c'est en ce sens que je me suis dit, pourquoi ne pas aujourd'hui créer un média qui sera spécialisé, un média qui parle carrément de développement durable, qui va aujourd'hui sensibiliser, informer et surtout aussi faire la promotion de ces acteurs de développement durable afin qu'ils puissent inspirer d'autres également à porter des initiatives. Avec CIMAG, des portes s'ouvrent, des contacts noués. La jeune fille commence de plus en plus à se faire un nom dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. C'est ainsi qu'elle a participé aux conférences des partis COP des 2 dernières années, où elle a fait aussi des activités de plaidoyer. Les COP sont des rencontres, sont des échanges, également sont des recherches de solutions, également des partenariats qu'on noue
Et également, à chaque fois, il y a des nouvelles connaissances, il y a des nouvelles perspectives. À chaque COP, récemment à Dubaï, on en a fait un panel avec des jeunes de Burkinabé, Ivoiriens, Nigériens, Togolais, voilà, parce qu'on a un grand réseau, on a des groupes WhatsApp qu'on avait créés depuis des années. Donc chaque COP, voilà, dans les groupes, il y a les groupes féministes, il y a aussi des groupes où il y a des hommes et des femmes. On discute sur ce qu'on peut faire entre nous pour pouvoir avancer dans le domaine. Au-delà de l'information, elle travaille aussi pour des ONG au niveau national et international. Elle apporte ainsi son expertise en sensibilisant les communautés sur les questions liées au développement durable. Changer les comportements d'un enfant de 5 ans est plus facile que changer des comportements d'un adulte de 40 ans. Donc les enfants, ils sont plus attentifs. Et également, le message passe très rapidement. Donc aujourd'hui, on aimerait faire le tour du pays, voilà, voir davantage les enfants, et surtout les jeunes, également les femmes, toute la, peut-être, je veux dire, majorité de population qui est victime du changement climatique, qui est aussi, voilà, doit vraiment s'impliquer pour pouvoir en tout cas faire des actions concrètes. Des difficultés, Fanta Camara en a connu. Son jeune âge a été souvent un handicap, mais avec le temps, les barrières tombent une à une. À 23 ans, cette année, elle ambitionne de défendre le Sénégal dans les plus grandes rencontres à travers le monde, avec comme rêve aller au siège des Nations Unies pour faire entendre son message. Elle a connu les ondes et le petit écran. Chef de département à la RTS2, Yaram Thiam est l'une de ces femmes au talent immense. Son parcours riche a fait d'elle une icône de la télévision. Mère de famille, professionnelle aguerrie, elle a su marquer les esprits des téléspectateurs de la première chaîne de radio et de télévision au Sénégal, Yaram Thiam. De Dakar FM à Tandarma, son portrait avec Ney Koumadjaï. Son visage est des plus familiers sur la RTS. Sa grâce et son talent ont fait de Yaram Thiam une icône incontestable de la télévision. De ses débuts jusqu'à aujourd'hui, 30 années ont passé. La jeune fille svelte de l'époque est devenue une femme accomplie professionnellement et socialement. Des souvenirs jalonnent cette trajectoire. C'est le destin qui m'a amenée à la RTS. Parce qu'en fait, moi, j'étais hôtesse d'accueil en 1994 lors des convergences culturelles à Kaolack, où Mme Kouraba Thiam était ministre. Alors c'est là où j'ai rencontré M. Abou Alassane Niang, qui a été chef de département, journaliste, grand journaliste au niveau de la radio Sénégal. Alors tenez-vous bien qu'un jour, j'allais comme ça rendre visite à une copine à Gibraltar. Je me suis dit, la RTS, c'est pas loin. Donc je suis passée, je me suis dit, je vais aller voir Abou. Alors je suis arrivée, on a commencé à échanger. Il me dit, mais tiens, mais moi j'avais besoin de toi parce qu'on a besoin de filles sur la bande FM. J'ai dit, filles sur la bande FM. Mais moi, je ne sais pas parler. Il me dit, non, je suis sûre que tu pourras le faire. Alors, c'est ce jour-là que Abou m'a mis en rapport avec M. Pedre Ndiaye, Feu Pedre Ndiaye, qui était le directeur de Dakar FM et qui m'a à son tour mis en rapport avec M. Michael Souma. La transition radio-télévision fut couronnée de succès. Vu son talent, c'était une évidence. Ses efforts et son travail acharné ont porté leurs fruits. À la télé, les débuts, c'est vrai, c'était pas facile. Je me rappelle au tout début, le premier jour, honnêtement, j'ai tremblé comme une feuille. Par contre, il paraît que ça ne s'est pas vraiment vu. C'est vrai que c'était lire les programmes, mais il fallait être devant la caméra. Il y avait toutes les équipes techniques qui étaient là, etc. Mais nous avions aussi été formés, parce que je rappelle aussi que c'est important, j'ai été entièrement formée à la RTS. Chef de département, elle fait partie des pionniers de la RTS2. Yaram est reconnaissante de la confiance que la RTS lui a témoignée, ainsi qu'à toutes les femmes de la structure. Notre directrice des ressources humaines est une femme. Notre directrice commerciale, femme. Alors, RTS 2 à la tête, Yaram Thiam. RTS 3 à la tête, Tchorodja. Et donc, dans beaucoup de secteurs ici à la RTS, il y a des femmes. Maman de 3 enfants, elle a su allier avec brio vie professionnelle et vie sociale. Les voyages sont son principal loisir. D'ailleurs, elle revient fraîchement de la Mecque. Elle ne s'arrête pas en si bon chemin. Femme au grand cœur, elle s'investit dans le social avec son association. Voilà. Tôt orpheline, elle mesure toute la difficulté de vivre sans ses parents.
Je suis la présidente de l'association YAI, que je partage avec la femme de Youssou Ndour, Aïda Coulibaly. J'en suis la présidente, elle est la marraine. Ses collègues la décrivent. Yaham, c'est une personne qui dégage toujours une énergie positive. Elle est toujours souriante, très ouverte, gentille et vraiment professionnelle. Elle est passionnée de son métier. Et elle est généreuse, sociale et vraiment très gentille, je peux dire. C'est une femme de valeur. Le Ramadan approche à grands pas. L'émission Tandarma qu'elle coanime est son coup de cœur. Une fois de plus, elle déployera son savoir-faire si apprécié par les téléspectateurs pendant un mois. Les championnes dans leur domaine d'activité, il y en a beaucoup au Sénégal. Nous allons vous parler de celle qui a coordonné l'intervention chirurgicale très délicate des jumelles siamoises en août dernier. Le professeur, on va dire la professeure Ndeye Abindoye, première femme agrégée en chirurgie pédiatrique au Sénégal. Elle est réputée pour son expertise dans le domaine des maladies infantiles complexes qui nécessitent une opération chirurgicale. Elle se bat pour la formation, l'excellence et l'innovation dans la prise en charge de toutes les problématiques chirurgicales pédiatriques. En ce mois de la femme, le grand format santé retrace le parcours professionnel de celle qui a commencé à exercer en 2007 et qui va bientôt boucler 20 années dans le milieu. C'est avec Fantabachi. Dans ce bloc opératoire du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann, le professeur Ndeye Abindoye réalise une opération de plus. Les interventions chirurgicales complexes, son domaine de prédilection. Chirurgie pédiatrique, autant on peut faire régulièrement des pathologies simples qui parfois même sont du ressort d'un chirurgien généraliste. Il y a également des pathologies qui font la particularité de la spécialité et qui sont généralement complexes comme la chirurgie néonatale telle que les atrésies de l'œsophage, les remplacements œsophagiens suite à des injections de produits caustiques que nous faisons également. Il y a également des chirurgies de certaines malformations des organes génitaux externes qui sont très complexes, les génitoplasties. Nous intervenons pour la chirurgie réparatrice de ces organes génitaux qui reste une chirurgie très complexe également. Pour cette première femme agrégée en chirurgie pédiatrique, chaque intervention est un défi de taille. Il faut qu'on puisse répondre, nous, à toutes les demandes en termes de prise en charge de pathologies chirurgicales pédiatriques. Le personnel est là. Le personnel aussi bien chirurgical que le personnel anesthésique est là. Donc, il reste peut-être à intégrer le matériel nécessaire, indispensable, pour répondre à toutes les demandes en matière de chirurgie pédiatrique, disons, du pays. Ndeye Abindoye rassure ses collaborateurs en salle d'opération. Elle se distingue de par sa détermination, sa rigueur et sa pédagogie. C'est des gens qui nous aident beaucoup à prendre en charge les enfants. C'est pas facile de travailler avec les enfants, mais c'est des gens qui sont très engagés, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leur métier. Donc si nous, en tant qu'anesthésistes, souvent on est à l'aise dans ce que l'on fait, c'est parce qu'on est en face des chirurgiens qui ont vraiment de l'expérience et qui, peut-être pendant les interventions, peut-être ne causent pas trop de soucis à nous, anesthésistes. Et ça, c'est important. C'est une personne qui est très engagée dans son travail, une personne très magnanime et qui partage tout le temps ce qu'elle sait avec ses étudiants. Voilà, très dur, oui, pour la formation, mais une personne qui a un très grand cœur. Elle m'a beaucoup appris. C'est d'abord un maître pour moi, parce que c'est elle qui m'a formé. On est devenus collègues, donc on travaille ensemble. On opère, même aujourd'hui on opère ensemble, on a un journal opératoire ensemble et je continue toujours à apprendre d'elle. La chirurgie pédiatrique est peu représentée selon elle. C'est pourquoi elle s'investit pour plus de ressources et de traitements chirurgicaux innovants afin de prendre en charge toutes les problématiques en la matière. L'idéal, ce serait que nos jeunes opèrent mieux que nous. Et en chirurgie, il ne s'agit pas seulement d'opérer. Il faut savoir poser les bonnes indications. Bien opérer, ça veut dire pouvoir prendre en charge
toutes les complications qui peuvent exister, en tout cas autour de la pathologie qu'on prend en charge. Il faut être là avant, bien prendre en charge le malade en opératoire, avoir également le réflexe de bien le suivre après et surtout avoir une connaissance sur cette pathologie et tout ce qui peut tourner autour pour pouvoir anticiper. Donc le challenge, c'est relever en fait le niveau des jeunes pour avoir une meilleure prise en charge demain de nos enfants malades. Après des études de médecine générale à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Fès au Maroc, Ndeye Abindoye termine son cursus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où elle a fait sa thèse de doctorat avant d'aller en France pour une année de formation. Ancienne interne des hôpitaux, ses travaux scientifiques lui ont permis de passer au concours d'agrégation en 2020 et elle en est sortie major. J'aimerais vraiment voir toutes nos jeunes dames, collègues dynamiques qui sont très sérieuses, très performantes, suivre également la même voie pour qu'on soit une équipe beaucoup plus forte et beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup de dames qui puissent être également agrégées dans cette spécialité. On voit que de plus en plus, il y a de jeunes femmes qui s'intéressent à la spécialité. Le professeur Ndeye Abindoye a coordonné avec succès l'opération des bébés siamoises en août dernier. Elle fait partie des personnalités médicales qui placent le Sénégal dans le cercle restreint des pays émergents dans le domaine médical. Elles sont de tous les âges, les femmes qui brillent au Sénégal. Une fois n'est pas coutume, votre magazine Dimanche Soir reçoit une élève de terminale, de classe de terminale, Mame Diarra Boussongom. Elle a 14 ans. On est invité pas comme les autres. Alors pas du tout, puisqu'elle vient de publier son premier roman, Savannah, la princesse de la savane, un ouvrage sous forme de fiction inspirée de dessins animés. Voici un extrait de son passage dans Dimanche Soir. En toute sincérité, j'ai toujours aimé écrire depuis ma tendre enfance. Vous savez, quand j'étais enfant, il m'arrivait souvent, étant donné que je passais mon temps à toujours écouter, lire ou regarder des histoires, ça m'a donné envie de moi-même en écrire. C'est pour cette raison que des fois, il m'arrivait de faire des dessins et d'imaginer une petite histoire dessus. C'était un petit passe-temps d'enfant, mais après, à l'âge de mes 14 ans, j'ai commencé à écrire de véritables romans. Et cette passion, on peut dire qu'elle a existé depuis qu'on m'a mis devant mon premier dessin animé. Sincèrement, même ma mère, l'imagination que j'ai, l'étonne. Elle-même ne comprend pas d'où ça vient. J'ai remarqué que quand nous lisons les ouvrages africains, ils ont tendance à beaucoup trop... Bon, je ne dis pas que c'est mal, mais on se focalise beaucoup trop sur la culture. Et parfois pas trop sur l'imagination en tant que telle. Alors que moi, dans mes romans, je prône plus pour l'imagination. Parce que je me dis que nous avons une imagination sans limite. Nous, les auteurs, nous avons beaucoup d'imagination. Seulement, parfois, nous avons tendance à la centrer quelque part. Moi, mon imagination... Et à la restreindre, on a peur. Ça veut dire que vous n'avez pas peur de transmettre. Pas du tout. Absolument. Quand il s'agit d'exprimer, quand il s'agit de montrer toute mon imagination, croyez-moi, je peux écrire plein de choses. J'ai même dit à beaucoup de mes proches, je compte écrire jusqu'à mon dernier souffle. Inch'Allah. L'inspiration, je dirais que ça me vient naturellement. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, je peux être dans un environnement, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Être dans ma chambre, ou bien être à l'école, dans la rue, en train de marcher. Je suis là complètement zen, sans aucune arrière-pensée, quand, soudainement, une idée d'histoire me vient complètement en tête. Certes, ce n'est qu'un petit scénario, mais au fur et à mesure que j'écris ce scénario, d'autres scénarios aussi s'ajoutent. Savannah, la princesse de la savane, c'est un ouvrage de Mame Diarra Boussongom, 14 ans, élève en classe de terminale à suivre dans Dimanche Soir sur la RTS. Le temps de carême correspond à un temps de dévotion et de prière, une période propice pour purifier les cœurs. Différentes activités sont organisées pour guider les fidèles vers la spiritualité et les aider à approfondir leur foi. Philomène Constance Diagne a participé à 2 activités de prière, une recollection des agents de la RTS et une conférence de Jeune Espérance sur l'engagement emblématique du pape Jean-Paul II. Reportage. Une accolade, un sourire et un souhait de réjouissance.
C'est un des effets recherchés dans les activités priantes organisées en période de carême. Les fidèles chrétiens, en plein temps de pénitence et de dévotion, s'y consacrent à cœur joie. C'est des moments qui sont privilégiés durant le temps de carême. De réfléchir sur la parole, réfléchir sur un thème spécifique de la vie de foi. Et je pense que c'est bien pensé que Jeune Espérance ait organisé cette conférence durant cette période de carême. Ça coïncide avec l'anniversaire, mais je pense que c'est bien tombé. Je pense que ce n'est que providence. Faire en tout cas une conférence sur ce thème-là, ça permet aujourd'hui de réveiller notre jeunesse, la jeunesse catholique, et de les pousser sur les chemins en tout cas de la vie, vers le prochain, mais dans la société, dans la communauté. L'objet de ces rencontres est de pouvoir vivre intensément sa foi, d'essayer de purifier son cœur, en plus de bénéficier des enseignements thématiques. Le pape nous le disait, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, n'ayez pas peur, l'évangile est un droit pour tout homme. Il disait également l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. Donc c'est des messages très forts qu'il a laissés ici et qui, après lui, ont produit des choses, des fruits très concrets. Ce thème qui nous a été proposé, la pureté de cœur, source privilégiée de sanctification. Oui, nous devons vivre cette pureté par la prière, la pénitence, le pardon et le partage. Et je pense que l'enseignement de Abbé Jean Rolandour, qui a présidé cette séance, nous permettra, en tant que catholiques, de mieux vivre notre foi dans le Christ. Au moment où l'amicale des agents de la RTS se fait une cure spirituelle, une autre entité préfère, elle, aborder l'héritage emblématique de Saint Jean-Paul II. Beaucoup de souvenirs évoqués de la visite du Saint-Père en 1992 qui ont suscité nostalgie chez des fidèles témoins de l'époque. Voilà, nous saisissons cette occasion pour redécouvrir une certaine dimension de la mission. Le thème d'aujourd'hui, c'est la pureté du cœur, un chemin privilégié de sanctification. Et le texte de base, c'est Matthieu 5, 48, je pense bien, 5, 8, où Jésus nous dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Donc c'est un moment d'enseignement, de redécouverte de ces paroles de Jésus qui nous envoie en mission, parce qu'il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu pour réussir cette mission. Donc cette conférence a consisté à rappeler aux uns et aux autres l'urgence d'assainir le cœur pour que notre mission puisse porter du fruit, parce que Yalla lay fay. C'est aussi le moment où le clergé est très sollicité dans sa mission de sanctification et d'évangélisation des fidèles. C'est un temps favorable, le temps du carême. C'est un temps favorable, un temps que l'Église donne aux fidèles de mieux se rapprocher de Dieu et de refaire un pas. Si le carême 2023, moi je marchais à 10 à l'heure avec Dieu, que 2024 soit pour moi une marche de 10 à l'heure, 10, 50, 15 jusqu'à 20. Donc c'est un temps favorable. Mais cette année, Jeune Espérance fête ses 30 ans. Nous sommes en temps jubilaire. Et j'avais rencontré le pape Jean-Paul II à la Chambre de commerce le 22 février. C'est pourquoi nous avons voulu que ce soit dans le temps. Et notre jubilé, nous ne voulons pas le fêter un seul jour. Parce que qui dit jubilé dit grâce. Jubilé, c'est source de grâce. Et nous ne voulons pas vivre les grâces seules, nous voulons les partager comme notre saint patron. Ce n'est pas seulement pendant le carême qu'on doit jeûner, qu'on doit prier, qu'on doit faire l'aumône, mais c'est un temps assez privilégié que l'Église donne aux fidèles pour davantage purifier le cœur afin de célébrer Pâques avec un cœur pur. On le dit même à travers une prière. Le jeûne t'offrira, Seigneur, la part obscure de nous-mêmes. Donc c'est un entraînement au combat spirituel, un entraînement, un assainissement du cœur, parce que Dieu, on ne peut que l'accueillir que dans un cœur pur. Récollection, retraite, conférences ou pèlerinage, ils sont nombreux les rassemblements auxquels les fidèles se prêtent exceptionnellement durant cette sainte période. Ils sont en général tenus les week-ends pour permettre au maximum de croyants de pouvoir se joindre à leurs prochains en union de prière.
Le deuxième évangéliste dans le christianisme est Marc. Il fut l'interprète de l'apôtre Paul et Pierre, composé vers l'an 70 à Rome. Son évangile tourne autour de la filiation divine de Jésus, suivant les explications de Abbé Georges Diouf, vicaire épiscopal, chargé de la formation, au micro de Anaïs Nyanyamani. Le mot évangile se traduit par bon message, bonne nouvelle. Une bonne nouvelle du genre d'un événement qui apporte la paix, du genre de la naissance d'un prince en milieu romain. L'apôtre Marc, ou l'évangéliste Marc, la tradition attribue unanimement un évangile à Marc, interprète de l'apôtre Pierre et disciple de l'apôtre Paul. Il a deux sources fiables pour son évangile et son nom revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, notamment dans les épîtres de l'apôtre Paul et évidemment dans les Actes des Apôtres. Son évangile est composé de 6 chapitres et a été vraisemblablement adressé à une communauté constituée de païens convertis au christianisme, mais des païens menacés, une communauté menacée par une forte persécution romaine. Son évangile a été composé à Rome vers l'an 70, après le martyre de Saint-Pierre. Et à partir du témoignage de Pierre et de Paul, eh bien, son évangile fut écrit en grec. Marc a révélé son intention dès le début de son écrit. Et c'était pour démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Tout son argumentaire tourne aussi autour de cette filiation divine de Jésus et s'achève par un appel incessant à la repentance et une invitation au baptême pour la rémission des péchés. À Kaolack, un tournant décisif pour l'agroalimentaire se dessine. La Chambre de commerce, industrie et d'agriculture de la région a initié une rencontre stratégique réunissant partenaires au développement, professionnels et acteurs du secteur agroalimentaire sous le signe de la normalisation, clé de l'accès au marché. Cette initiative vise à donner à ces derniers des outils pour plus de compétences dans les domaines d'activité où ils évoluent. Claire Diop. La rencontre se veut stratégique pour le développement des entreprises agroalimentaires. On pris part à la rencontre acteurs clés de la chaîne de valeur, experts en normalisation, partenaires techniques et financiers. Et il s'agira de façon spécifique de permettre une meilleure compréhension et perception de la normalisation, de développer des stratégies commerciales et efficientes en adéquation avec les normes internationales afin d'être plus compétitifs sur les marchés. La normalisation, on sait que nous tous que la normalisation aujourd'hui est la solution. Pour apporter une réponse aux problématiques, aux défis de qualité, aux défis de sécurité, mais comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, à la confiance mutuelle des parties prenantes, en particulier les consommateurs qui sont devenus de plus en plus exigeants. Cette journée de marketing agroalimentaire a pour thème normalisation, clé essentielle d'accès au marché. Le cadre est mis à profit par le secteur privé régional pour valoriser tout le potentiel économique de Kaolack. Dans la région, de plus en plus, l'agroalimentaire constitue un secteur vital de promotion de l'économie des territoires. Effectivement, pour qu'il y ait développement, il faut dégager de la richesse. Pour qu'il y ait richesse, il faut vendre. Pour vendre, il faut des marchés. Donc, c'est une logique économique. Donc, on ne peut pas le développement sans création de richesse. Et pour qu'il y ait des richesses, je répète, il faut vraiment vendre. Et pour vendre, il faut accéder au marché.
Donc c'est un atelier économique très stratégique pour la prospérité de la région, mais aussi pour le développement des micro-entreprises de l'agroalimentaire. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie de Kaolack en partenariat avec la coopération belge. Notre action a consisté principalement à consolider les bases du projet Agropole. Les bases, c'est quoi? C'est les bases d'une dynamique économique. Ce sont avant tout les hommes et les femmes, les entreprises, les jeunes, qui constituent toute la force vive donc de ces régions de la zone centre et qui vont constituer donc cette dynamique économique. On a travaillé avec les producteurs agricoles, les organisations de producteurs, on a travaillé avec les GIE de femmes qui font les produits locaux, on a travaillé avec les PME, on a formé les jeunes sur la qualification avec l'ONFP, les 3FPT, la qualification sur les techniques de transformation des produits agricoles, sur l'accès à l'emploi. Ces échanges ont permis de renforcer la capacité de ces agroalimentaires afin de leur permettre de se conformer aux procédures de formalisation de leur activité, de mieux bénéficier des avantages, la maîtrise des différentes étapes nécessaires à la mise en circulation de leurs produits en conformité avec les règlements en vigueur dans le monde. La liste chargée des questions économiques dans leurs rédactions respectives s'imprègne des nouveaux mécanismes de conciliation mis en place par l'État. Peu connus du grand public, ils permettent tant soit peu de régler les litiges entre partenaires commerciaux sans avoir à faire recours à la justice. Fatoumata Banelba. Il est ressorti de cette rencontre qu'il existe un lien intrinsèque entre la gestion des contentieux économiques et l'attractivité des investissements nationaux et internationaux. En effet, l'efficacité de la gestion des différends commerciaux est aujourd'hui un critère d'appréciation du climat des affaires d'un pays. La promotion des marques, des modes alternatifs de règlement des conflits, son objectif c'est d'aller vite, c'est d'assurer une certaine sécurité et aussi une certaine célérité et de désengorger les tribunaux étatiques, les tribunaux traditionnels. L'État du Sénégal est en train de promouvoir ces modes alternatifs de règlement des litiges. Dès lors, il est essentiel d'informer, mais aussi de sensibiliser les journalistes spécialisés dans les questions économiques sur les marques, les modes alternatifs de règlement des conflits économiques. Des mécanismes et voies alternatives aux contentieux juridiques qui permettent de résoudre les litiges entre partenaires commerciaux avec efficacité et célérité. Comme vous le savez, aujourd'hui, pour en fait attirer les investisseurs aussi bien sur le plan national qu'au niveau international, donc il va falloir quand même avoir en termes de contentieux économique des mécanismes assez huilés qui leur permettent de pouvoir régler leurs différends dans le cadre, disons, de leurs activités, donc en privilégiant la célérité, l'efficacité et surtout la confidentialité. Cette formation pour les journalistes économiques, ça va leur permettre de se familiariser avec ces mécanismes qui, jusqu'ici, quand même restent méconnus ou bien peu connus par les acteurs économiques. Et on ne peut pas parler, par exemple, de l'économie en laissant en rade la presse économique qui joue un rôle prépondérant. Donc si aujourd'hui le cabinet organise cet atelier, ça permettra à ces acteurs-là de se familiariser, de mieux comprendre les institutions qui étaient mises en place par l'État, mais également de mieux comprendre les modes alternatifs de règlement des différends. La négociation reste donc un mode de résolution à l'amiable des litiges économiques. Elle est souvent utilisée par deux parties afin de préserver leurs propres intérêts. Cependant, à défaut de trouver une conciliation, les litiges sont résolus au tribunal, avec beaucoup de lenteur. Ainsi donc, en 2 ans, le tribunal du commerce de Dakar a traité près de 11 175 dossiers, équivalent à 269 milliards de francs CFA. Parmi ces 269 milliards de francs CFA, il y a 163 milliards relatifs au secteur bancaire. Donc, pour vous dire, déjà, donc, au niveau du juge, donc, au niveau du tribunal de commerce, donc, en fait, ça, c'est des résultats palpables. Les mêmes résultats, on peut les mettre en exergue au niveau de la maison de justice. Le plus important en matière d'investissement, c'est la sécurité juridique et la célérité. Et pour faciliter le règlement des contentieux entre deux parties, il est important de faire des conciliations. Le défi actuel reste une large vulgarisation à Dakar et à l'intérieur du pays de ces modes alternatifs de règlement des conflits économiques. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h pour notre journal.